Bonjour et bienvenue dans votre émission Au quart de tour. Nous recevons ce matin pour vous Monsieur Sena Aluka, directeur exécutif de la JVE, Jeunes volontaires pour l'environnement. Alors, comme vous le savez, le changement climatique a des effets considérables sur les pratiques agricoles et sur la population. Nous en parlerons tout de suite, juste après ce spot publicitaire. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Bonjour Monsieur Sena Aluka. Bonjour Josiane, ça fait vraiment plaisir de vous avoir dans nos modestes bureaux ici à JVE. Ouais. J'espère que vous allez bien. Ah oui, mais écoute, 2022, c'est la forme, ça pète la forme dans tous les sens, comme poisson dans l'eau. Tout va super bien. Ça se voit. Vous êtes le directeur exécutif de la JVE, Jeunes volontaires pour l'environnement. D'aucuns vous affectionnent Monsieur Climat d'Afrique. D'où est réellement parti cet engagement fou pour la lutte contre le changement climatique? Face aux menaces auxquelles nous faisons face, il n'est pas possible aujourd'hui qu'un citoyen, un jeune, une femme, un homme se sentent totalement déconnectés de cette réalité. Donc nous, en tant que jeunes, nous nous sommes sentis interpellés par les problèmes auxquels faisait face notre environnement immédiat. Moi, j'étais jeune étudiant à l'époque, fini de campus, et puis bouffe, un soir dans mon village, un feu de brousse et qui ravage toute la montagne. C'était la forêt classée d'Assimé, c'est dans la préfecture de Kbélé. Et donc, de ce feu de brousse, de cet incendie, de cet événement sombre, funéraire et dommage, nous sommes arrivés à extirper, à créer quelque chose de formidable, qui est aujourd'hui JVE, tout un mouvement. Donc, tout est parti d'un feu de brousse. C'est une histoire de feu, c'est une histoire de catastrophe qui a été à la base de notre engagement. Mais il faut avouer que nous sommes ce que la société fait de nous. Ma mère, la société à laquelle j'ai appartenu, ma congrégation, tout ce monde ont eu à façonner notre engagement. Donc d'où est-ce que c'est parti? Eh bien, c'est tout ce cocktail qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes là. Mais surtout, parce que nous ne pouvons pas nous taire devant les menaces auxquelles l'humanité fait face. Vous soutenez récemment qu'on ne devrait plus parler du changement climatique, mais de la crise climatique. Pourquoi une telle posture encore plus radicale? Bon, aujourd'hui, ce n'est plus secret pour personne que la compréhension que nous avions du phénomène de changement climatique, elle se passe beaucoup plus vite que nous l'avons prévu. On avait estimé que pour avoir une augmentation de près de 1 degré Celsius par rapport au niveau de la période pré-industrielle, nous devons attendre 2050. Ouais. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre de 1,1 degré Celsius d'augmentation. Donc, imaginons que toute augmentation entraîne des effets de boule de neige dans des endroits de façon disproportionnée. C'est-à-dire que 1 degré Celsius d'augmentation à l'échelle mondiale, ça fait 3,5 degrés d'augmentation sur le continent africain. Okay. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on attendait des effets de changement climatique se fait beaucoup plus vaste, beaucoup plus vite, que ce soit les épidémies, Corona est passé par là-bas, que ce soit les balancements de précipitations, que ce soit les catastrophes, que ce soit l'assèchement des lacs, que ce soit l'acidification des océans. On voit un mélange d'effets à une échelle mais jamais attendue. Et je vous dis, mademoiselle, et vous êtes la première d'abord à avoir cette information sur le continent, le gouvernement indonésien vient de décider de déplacer la capitale de Jakarta vers l'île de Bornéo. Pourquoi? Parce que Jakarta a intérêt d'être progressivement inondée. Okay. L'île de Tonga, c'est pas le Togo, Tonga, c'est dans le Pacifique, a été victime d'une éruption volcanique à nul autre pareil. Et donc c'est un mélange de beaucoup d'effets. Je ne dis pas que le changement climatique soit responsable du volcan, de l'éruption, mais on assiste à un cocktail d'événements aujourd'hui qui fait qu'on ne peut plus parler de changement climatique. Nous faisons face à une crise climatique. Pourquoi? Parce que vous avez 700 millions de réfugiés climatiques actuellement et normalement d'ici 2050-60, on doit avoir 1 milliard de réfugiés climatiques, soit des gens qui sont déplacés dans leur territoire ou qui sont déplacés dans d'autres pays. Et quand vous avez des pays entiers qui se préparent à quitter leur sol
et demandent asile ailleurs, à déplacer toute leur population, on n'est plus en situation de changement, mais de crise et d'urgence climatique. Sérieusement, Monsieur Aluka, nous connaissons des pays gros pollueurs dans le monde et l'Afrique n'en pollue pas assez. Mais le continent semble faire trop de bruit autour de la question. Est-ce, selon vous, une manière de réclamer justice climatique? Il faut avouer que la position de l'Afrique dans le cadre des négociations sur le climat, elle est fondée sur les principes qui ont été inscrits dans la Convention. La Convention a été négociée en 1992, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été négociée en 1992, le Togo y a adhéré juste après, on l'a ratifiée en 1994. Et donc, cette Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a énuméré un certain nombre de principes. Il y a le principe de pollueur-payeur. Le gars qui me frappe, il doit m'emmener à l'hôpital. Très simple. Le pollueur de la responsabilité commune mais différenciée. Nous sommes dans la même maison. Quand la facture d'eau vient, chacun doit payer. Mais en fonction de la taille de la famille. C'est ce qu'on appelle responsabilité commune mais différenciée. Il y a des principes d'équité. Équité veut dire, bon, toi tu as commencé à polluer seulement hier. Nous on polluait depuis longtemps. Donc, s'il faut demander aux gens de rembourser, mais c'est en fonction du temps d'année de ta pollution. Donc, responsabilité historique. Donc, il y a de ces principes, y compris celui de la justice, de l'équité. Donc, la position de l'Afrique est assez claire. C'est que, aujourd'hui, l'Afrique ne pollue en moyenne. Hein. Si on sort l'Égypte et l'Afrique du Sud, à peine nous en sommes à 2%. Donc, si on ajoute l'Égypte et l'Afrique du Sud, nous sommes à 3,86% des émissions globales de CO2. Ça veut dire que nous sommes négligeables. On n'émet même pas. Mais, catastrophe Idai, c'est Mozambique. La sécheresse, c'est au Kenya. Quand les gens doivent se déplacer, c'est au Nigeria. Nous sommes en train de subir de plein fouet les effets du changement climatique. Et il n'est pas possible qu'aujourd'hui, on reste là comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que la position africaine est assez claire. Nous voulons que ceux qui ont causé la catastrophe puissent rembourser. Ils ont promis 100 milliards à Copenhague. Nous voulons les 100 milliards promis à Copenhague. Nous voulons également un mécanisme qui permet à ce que, en cas de catastrophe spécifique, et qu'on puisse avoir disponible d'argent, un peu comme une sorte d'assurance, pour que les personnes, les familles, les pays qui sont impactés puissent être ramenés à leur niveau initial. Nous voulons également qu'il y ait davantage de financement en faveur de l'adaptation. L'adaptation, c'est comment payer, comment permettre à nos sociétés de pouvoir vivre avec le changement climatique. Parce qu'il est déjà là, le changement climatique. Et nous voulons que les pays responsables puissent réduire leurs émissions, comme eux-mêmes ont dit dans l'accord de Paris, de 1,5 degré Celsius, si possible même d'aller de 1 degré ou bien 1,5 degré Celsius de réduction des émissions. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc nous voulons que ces mesures proposées soient tenues. Donc c'est pure justice, ce n'est pas farfelu, on ne cherche pas de quelque part, et nous voulons que ça soit fait now. Le temps pour faire ça, c'est maintenant. Donc c'est la position de l'Afrique et nous aimerions bien que cela soit compris par tous comme cela. L'Afrique ne peut pas se taire quand nous voyons nos fils se déplacer, prendre la mer pour aller en Espagne et mourir dans la Méditerranée. L'Afrique ne peut pas se taire quand nous voyons nos paysans totalement désemparés, désabusés parce que la pluie n'est pas venue. L'Afrique ne peut pas se taire quand nous voyons nos politiques de développement être mises en nu, complètement nullifiées. Parce qu'il y a une crise, imaginez à Lomé ici, à cause des perturbations qu'il y a, mais il y a des populations qui sont inondées constamment. Ils font 6 mois là dans la vallée du Zio, et 6 mois ils sont avec nous un peu dans la ville. On ne peut pas laisser ça continuer. Il faut une solution rapide, et c'est celle-là que l'Afrique demande tout le temps. D'accord. Revenons à la question de crédit carbone. Comment ça marche dans la réalité et que peuvent faire nos États africains? Bon, le mécanisme, le marché de carbone. Le marché carbone, c'est tout simplement un marché dans lequel les pays ou les entreprises ayant réduit des émissions, on leur donne un peu comme une sorte de petit ticket. Donc on dit, bon, le village de Agamé, le village de Covier, l'entreprise XY a réduit sur la période 2020 de 5 tonnes de CO2. Et on te donne un reçu. Il y a une agence spécialisée pour ça. Et avec ce reçu, ce ticket, tu vas au marché carbone pour dire, bon, moi si je vends 5 tonnes. Alors, le pays qui a envie de réduire ses émissions, mais ne veut pas faire les efforts chez lui, ce pays-là vient acheter ce crédit-là chez toi. Il prend ton ticket, il te donne l'argent. Donc c'est le principe, c'est comme ça. Alors, où est le problème avec le marché carbone? Wikileaks a révélé que c'est un marché bizarre, bidon, farfelu et injuste d'ailleurs. Parce que, figurez-vous que depuis 1997, où le protocole de Kyoto a été négocié, parce que dans le protocole de Kyoto, qu'on a parlé de marché carbone, de 1997 à nos jours,
l'Afrique a bénéficié d'environ que de 2%, de l'ensemble de tout le financement que les pays ont engrangé dans le cadre de 2%. L'Afrique ne compte que pour 2% du total des transactions du marché carbone. Donc ça veut dire, pourquoi? Parce que nous ne polluons pas. Pour pouvoir dire que je vais réduire mes émissions, il faut avoir de grandes machines, de grandes industries qui polluent. C'est tout simplement un marché de dupes. On fait juste de l'animation, de la figuration. Et la vérité est que si nous voulons réduire les émissions de CO2, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut que les pays arrêtent de polluer. Et c'est dans les transports, c'est dans les industries, c'est dans l'énergie, dans l'agriculture, dans la foresterie. On sait là où on peut réduire les émissions. Ce n'est pas en créant un marché bizarre là qu'on appelle marché carbone qu'on va... Non, nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que citoyens, nous pensons que ça n'arrange pas le climat. Une fois que vous avez émis le CO2 en l'air, même si vous allez payer quelqu'un, même si vous faites quelque chose, le CO2, vous n'allez jamais le retirer de l'atmosphère. Vous voyez? Donc, tout simplement pour dire que, au lieu que les pays développés prennent des mesures pour réduire les émissions de CO2 chez eux, ils veulent transférer le job, la charge, à nous. À la COP26, plusieurs pays du continent se sont engagés à revoir la hausse de leur contribution déterminée au niveau national afin de revoir le gaz à effet de serre. Le Togo compte passer de 11,1% à 20,5%. Sommes-nous sur la bonne voie? Le Togo est très bien sur la bonne voie. J'ai dit l'Afrique ne contribue qu'à moins de 4% du nombre total des émissions. Mais là, le Togo dit... Dans le premier CDN, le CDN, c'est les contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire le document que le Togo a élaboré pour dire ma façon de réduire les émissions. Alors, dans ce CDN, le Togo avait dit avant, si vous m'aidez, je vais réduire jusqu'à 35%. Si vous ne m'aidez pas, je vais réduire de 11%, 11,1%. Ça veut dire que le Togo voit le total de ses émissions en 90 et dit que d'ici 2050, si vous ne faites rien au nom de la lutte contre le changement climatique, moi, je vais réduire de 11%. Si vous me donnez un peu de nion, un peu de jet, un peu de fric, je vais réduire jusqu'à 35% mes émissions, ce qui est très bien. Alors, on nous a demandé de réviser les CDN, donc notre engagement. Le Togo dit, bon, maintenant, bingo, je vais réduire de 20% moi-même. Vous voyez, le pays là, c'est un pays formidable. On n'a même pas créé le changement climatique, on ne sait pas d'où ça vient, nous on était là, et bing, ça tombe sur nous. Et on dit quand même, on va faire beaucoup. Et oui, c'est vrai. Et on voit le pays dans un chantier de transformation énergétique, alimentaire. C'est extraordinaire. On voit la poussée des champs de centrales solaires un peu partout. On voit un peu les mots de la consommation locale qui réduit les émissions. On voit des bonnes politiques qui se prennent. On voit des subventions. Si vous achetez une nouvelle voiture, au lieu d'acheter les venues de France, tout ça, c'est des mesures que le Togo prend pour réduire, pour aller vers ses engagements. Le développement durable s'apparente aujourd'hui comme un domaine d'avenir pour la jeunesse africaine. Comment les jeunes africains peuvent-ils tirer profit de ce secteur et quels sont vos meilleurs enseignements à partager à l'endroit de cette jeunesse dont vous êtes l'un des modèles de réussite? Très touché, merci beaucoup. Le développement durable offre de multiples avantages. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la transition énergétique, transition alimentaire, transition agroécologique, transition dans tout, la transition environnementale. Et ça vient avec énormément de potentiel dans cette économie bleue, dans cette économie verte. Créer des emplois, innover, etc., se faire former, créer des alliances, créer des réseaux. Il y a beaucoup d'opportunités dans l'économie verte. Donc aujourd'hui, il n'est pas question que je dise « Ah, on n'a pas de job ». Mon cher, lève-toi, viens à JVE, va dans les associations, il y a du job pour tout le monde. Comme l'a dit Martin Luther King, « It is the right time to do the right thing ». Le moment de faire bien, c'est maintenant. Il ne faut pas dire qu'on m'a pas, on m'a pas. Non, lève-toi, va là-bas. S'ils sont debout, c'est parce que vous êtes assis. Alors levez-vous. Monsieur Aluka, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Nous sommes à l'heure de l'action. L'action est l'antidote du désespoir. Chaque jeune doit pouvoir se lever. Et chaque goutte d'eau compte. Chaque lumière que vous arrivez à éteindre en sortant compte. Chacun doit être excellent, comme l'a dit Martin Luther King. Et la seule façon d'être excellent, d'être champion, d'être leader, c'est de servir. Que fais-tu pour l'humanité? Que fais-tu pour la génération? Que fais-tu pour la nature? Parce que demain et après, quand on va regarder dans le rétroviseur, on verra est-ce que toi aussi tu y as contribué. Alors, mon cher, ma chère, the time for action is now. Wake up and be active. Nous voilà arrivés au thème de notre émission. Merci à Monsieur Aluka pour ce partage très enrichissant et merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles émissions.